Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Ils sont la terreur des managers et des conseils d'administration. Les fonds activistes bousculent les entreprises. Leur méthode, prendre quelque part dans les sociétés cotées et faire pression sur le management. Leur but, améliorer la performance actionnariale des entreprises ciblées et au passage, évidemment, empocher les dividendes. Depuis quelques années, les fonds activistes s'en prennent aux entreprises européennes. Faut-il alors les affronter ou au contraire composer avec eux ? Pour répondre à cette question, je reçois Gilles Maintré, associé gérant à la banque Lazard. Bonjour Gilles Maintré. Bonjour. Votre définition des fonds activistes ? Alors un fonds activiste, c'est un fonds, donc généralement un hedge fund, qui va lever des capitaux pour entrer au capital d'une entreprise cotée. Et ils vont prendre, il n'y a pas de règle, disons de 1 à 15% du capital. Et avec cette position minoritaire, convaincre les autres actionnaires d'influer sur la stratégie et la gouvernance de l'entreprise pour la faire changer. Et le but, c'est pour eux de faire remonter le cours de l'action et du coup d'engranger un gain qui vont permettre d'avoir un profit sur leur investissement. Phénomène qui nous vient d'outre-Atlantique ? Des États-Unis. Ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis avec une accélération dans les années 90-2000 et une reprise au cours de cette dernière décennie. Et puis ça arrive en Europe. Alors on va voir quelques chiffres pour situer un petit peu ces fonds activistes. D'après une source de Serial Activist, qui est donc une étude, entre 2001 et 2013, plus de 2540 campagnes. Impressionnant, non ? Oui, c'est impressionnant. Ça veut dire à peu près, dans les dernières années, il y a eu plus de 150 campagnes par an aux États-Unis. En Europe, 150 campagnes sur les 2 dernières années. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est entré dans les mœurs. Ouais. C'est devenu une pratique courante du marché. Là où, dans les années 70, c'était un peu des passagers clandestins, vous vous souvenez, on appelait ça un peu les loups de Wall Street. Aujourd'hui, non, c'est des acteurs comme les autres qui sont dans le marché et toute entreprise doit pouvoir faire face à tout moment à l'entrée d'un activiste dans son capital. Vous avez dit acteurs comme les autres. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les grands acteurs, donc les grands fonds activistes, on en voit un, il s'appelle Carl Icahn, il est dirigé par Carl Icahn et c'est un homme qui a été nommé par Donald Trump à ses côtés comme conseiller. Ça vous étonne ou pas ? Non, mais ça montre qu'effectivement l'activisme est devenu un comportement comme un autre sur les marchés. Et que quelqu'un comme Carl Icahn, qui est effectivement la bête noire des marchés il y a des années, est aujourd'hui un des acteurs du marché et dont la voix se fait entendre. Alors, deuxième peut-être chiffre important, on va regarder les secteurs les plus touchés, les plus visés par les fonds activistes, et on trouve essentiellement donc l'industrie manufacturière, les services, la finance, l'assurance, l'immobilier. Là aussi, c'est lié au marché, c'est... Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que demande un fonds activiste. Il va, comme on disait, influer sur la stratégie et il y a toute une série de leviers sur lesquels il peut agir. Il peut demander à des cessions d'actifs, il peut essayer Donc, est-ce que l'entreprise vend une filiale vend une filiale ou ses activités. Il peut essayer de pousser à ce que l'entreprise se vende elle-même à un de ses concurrents. Ou alors, il peut travailler sur le bilan de l'entreprise, par exemple, considérer qu'elle a trop de cash, est-ce qu'on peut verser des dividendes, ou est-ce qu'on peut faire des rachats d'actions. Donc, il y a toute une palette. Alors, pourquoi l'industrie en particulier ? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de conglomérats, c'est-à-dire d'entreprises dans lesquelles il y a différents métiers. Et on peut avoir des théories comme ces métiers séparément auraient plus de valeur que les métiers ensemble. Et pourquoi l'assurance aussi, les services ? De la même chose dans les secteurs financiers, il peut y avoir plusieurs métiers qui coexistent et là, à nouveau, l'activiste peut avoir une thèse de séparation de ses activités. Alors, ils arrivent, je vous l'ai dit, en Europe, depuis combien de temps ? Alors, ça fait très longtemps qu'ils sont en Europe. Ça a commencé pratiquement en même temps que les États-Unis. Ce qui se passe, c'est que il y a eu moins de campagnes en Europe parce que, disons, dans les années 70, 80, 90, il y avait plus d'actionnariat stable, de noyaux durs, d'actionnaires, de protection. Avec un État qui est présent. Par l'État, etc. Mais disons que ce ne sont pas des remparts. Ce n'est pas ces remparts qui ont sauté. C'est plutôt... Aujourd'hui, un activiste n'a pas vraiment de rempart. Lui, il ne cherche pas à prendre le contrôle de l'entreprise. Il suffit de prendre, comme on disait, 1 à 15%. Donc même si jamais l'État est présent dans l'entreprise, même si jamais il y a des actionnaires stables, ça n'empêchera pas l'activiste d'entrer, de prendre 5% et de se faire entendre, soit entre 4 murs, soit dans la presse de manière plus violente, soit y compris en bras de fer au moment de l'Assemblée générale. Et on dit que le marché américain est un peu saturé, donc tout naturellement, ils viennent en Europe. Alors il y a un effet de saturation du marché américain, c'est-à-dire on va chercher des nouveaux actifs en Europe, et puis il y a tout simplement le fait que c'est devenu une pratique de marché, et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas en Europe comme il y en a
a aux États-Unis. Un exemple récent ? Il y a eu un exemple qui a été frappant en Allemagne, une entreprise pharmaceutique qui s'appelle Stada, qui est donc au cœur de l'établissement allemand, et qui a été attaqué par un fonds qui s'est créé pour l'occasion, avec un bras de fer au moment de l'Assemblée générale et le départ du président, du président du conseil de surveillance. Voilà. Donc c'était tout à fait un exemple d'activiste à l'américaine. Mais départ qui a abouti à une valorisation des actions et donc, alors le cours évolue et on ne mesure pas en une fois. D'ailleurs, l'activiste cherche pas. C'est pas au moment où il entre dans le conseil d'administration où il change le management que se matérialise forcément le gain. Il peut sortir au bout de 6 mois, comme il peut sortir au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans. Ils vont loin quand même les fonds activistes. Dans l'affaire Casino Muddy Waters, ils ont fait appel carrément à un analyste de la CIA pour analyser les discours du PDG afin évidemment de les décrédibiliser au sein de l'AG. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains activistes, en tout cas ceux qui sont les plus dominants sur le marché, ont des capacités d'analyse qui effectivement doivent être prises tout à fait au sérieux. Donc ils vont faire travailler des équipes sur la valorisation, sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, le jour où un activiste entre dans le capital de votre entreprise, il faut faire attention. Si c'est un activiste qui a une réputation, qui a travaillé, toutes ces hypothèses ne peuvent pas être fausses. Il faut regarder. Et certaines de ces thèses méritent qu'on s'y arrête, qu'on les discute, et peut-être d'ailleurs qu'on se mette d'accord. Et donc Lazare, votre établissement a créé une espèce de task force, une équipe qui s'occupe de cette question-là, parce que vous sentez en effet que c'est un phénomène qui va perdurer. Et votre position, justement, c'est de ne pas être d'affronter forcément, mais de composer. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'a priori ni de préjugés, parce que le marché n'en a pas. Certains activistes vont effectivement conduire à une pression qui peut être positive sur l'entreprise avec des thèses qu'il faut écouter. D'autres, pas du tout, profitent de cette vague pour lever des fonds sur des thèses qui sont pas pertinentes. Donc, il n'y a pas de règle et il faut, la tête froide, analyser ces différentes positions. Et quand je dis la tête froide, ça veut dire qu'il faut en fait se préparer. Il faut anticiper, quoi. Il faut anticiper. Alors déjà, il faut être prêt le jour où l'activiste est là, parce que vous êtes le directeur général d'une entreprise. Un activiste vous appelle le vendredi à 17h. Qu'est-ce que vous faites ? Vous répondez à l'appel ? Vous, votre directeur financier, vous appelez vos avocats ? Enfin bon, plein de questions qu'on se pose, et vaut mieux se poser avant qu'au moment où ça arrive. Et en amont, qu'est-ce que ça veut dire se préparer ? Ça veut dire d'une part se mettre soi-même avec les yeux d'un activiste, regarder sa propre entreprise en se disant mais si j'étais un activiste, qu'est-ce que je dirais ? Quelles sont les critiques ? Bonnes ou mauvaises, et donc comment les préparer, et puis par ailleurs parler à ses actionnaires. Et je pense que c'est ça l'enjeu fondamental, c'est-à-dire que l'activisme, c'est pas seulement des fonds activistes, c'est tout un nouveau comportement. Tous les grands actionnaires aujourd'hui sont plus actifs sur leur participation. Ils ont des idées sur la gouvernance, sur la stratégie. Il faut leur parler avec des messages simples, en amont, pas simplement au moment de l'Assemblée générale, mais en amont pour créer une relation de long terme avec eux. Parce que les sondages le montrent, les enquêtes montrent que les gros investisseurs ne sont institutionnels, ne sont pas forcément contre les activistes. Ils trouvent même, en effet, ce que vous venez de dire, qu'ils ont de bonnes idées. Exactement. Eux aussi, quand on disait qu'ils sont neutres sans préjugés, dans beaucoup de cas, les très gros actionnaires institutionnels, les BlackRock, Fidelity, State Street, Vanguard, qui aujourd'hui concentrent une part très importante de la gestion d'actifs, eh bien, dans beaucoup de cas, ils vont voter avec les activistes. Ils parlent aux activistes qui vont les voir. Voilà. Donc, ils sont sans a priori, et donc il faut que le directeur général de l'entreprise, lui aussi, soit sans a priori. Mais en Europe, il n'y a pas ces grands fonds institutionnels. Donc comment ils font les fonds activistes ? Alors, ils s'appuient sur qui ? Alors, il y en a. Il y a aussi, il y a des fonds européens qui, eux aussi, évoluent de plus en plus. C'est-à-dire que, de la même façon que BlackRock, State Street, Vanguard ont créé des équipes qu'on dit de corporate governance, ce sont les équipes qui vont porter la fonction de vote et qui vont consacrer le fait qu'ils sont devenus des copropriétaires, entre guillemets, de la boîte. Eh bien, ce même phénomène, on le voit en Europe. Les grands fonds, qu'ils soient français, allemands, etc., créent leurs propres équipes pour voter à l'Assemblée générale, analyser la stratégie et analyser la gouvernance. Donc, et les activistes vont les voir de la même façon. Oui, et puis, par ailleurs, il y a des activistes européens. Il y en a qui existent depuis des années, comme je prends le fonds Cevian, qui est un fonds à la fois suédois-suisse, qui lui aussi a plus de 10 milliards d'actifs sous gestion, comme les grands fonds américains. Et puis il y a des plus petits activistes qui se créent aujourd'hui, et tous ces activistes vont voir les différents actionnaires institutionnels et vont discuter stratégie gouvernance. On sait que le CAC 40, les principales bourses européennes n'appartiennent plus aux États, enfin du moins aux actifs citoyens de ces États-là. Donc évidemment, c'est une faiblesse pour ces places. Est-ce que ça veut dire que là aussi, les fonds activistes ont plus de facilité ? Oui, ils ont plus de facilité parce que, comme on disait, l'activisme est entré dans les mœurs aux États-Unis, c'est une pratique de marché. Or, aujourd'hui, les fonds anglo-saxons
possède plus de la moitié du CAC 40. Hein. Ils possèdent, juste les fonds américains, c'est plus de 30% de l'ensemble des places boursières européennes. Donc évidemment, les mêmes fonds américains qui sont sensibles à l'activisme aux États-Unis, ils le sont en Europe et ils ont la même écoute par rapport aux activistes. Vous disiez qu'il y avait des fonds européens. Est-ce que franchement, ils sont à la même hauteur au niveau capital que les fonds anglo-saxons? Et est-ce qu'il existe aussi des fonds chinois là-dessus? Alors, pour les Européens, certains le sont, d'autres sont plus petits. Ils vont se développer, on les voit se développer, et donc je pense qu'il faut s'attendre dans les années qui viennent à avoir le même type d'activistes européens qu'on a avec des activistes américains. Pour les Chinois, c'est peut-être un peu différent. Il y a peu de fonds activistes en tant que tels. En revanche, il y a des actionnaires chinois dans un certain nombre d'entreprises européennes et américaines qui eux-mêmes deviennent de plus en plus actifs. Une fois de plus, l'activisme, ce n'est pas une classe d'actifs. L'activisme, c'est une attitude qui se répand dans le marché, qui fait que tout le monde aujourd'hui est plus actif qu'il l'était il y a 20 ans. Je vous remercie beaucoup, Gilles Maintré, pour toutes ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, vous restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.